Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste et ce mois-ci, c'est à nouveau la procédure civile qui est mise à l'honneur en raison de la publication du décret numéro 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends et paru donc au journal officiel le 22 janvier. Alors à cet effet, il crée dans le Code de procédure civile un nouveau livre consacré au mode de résolution amiable des différends en dehors d'une procédure judiciaire. Il est pris pour l'application de l'ordonnance numéro 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008-52-CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation civile et commerciale et également pour l'application de l'article 37 de la loi numéro 2010-1609 du 22 décembre 2010. Ce texte expose finalement les règles applicables au mode de résolution amiable des différends. Il s'agit donc de la médiation, de la conciliation et de la procédure participative. Sur ce dernier point, les modalités d'attribution de l'aide juridictionnelle à l'avocat conduisant une telle procédure sont également précisées. Pour en savoir plus sur ces différents points, nous sommes très heureux d'accueillir Michel Gaget. Vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Lyon. Vous êtes également magistrat coordinateur des médiateurs de la Cour d'appel. Et vous êtes enfin maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2. Alors Michel Gaget, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'usage veut bien que 3 questions vous soient posées. Alors je commencerai par celle-ci. Le règlement amiable des différends peut revêtir plusieurs formes. On l'a vu, la médiation, la conciliation, la procédure participative. Pourriez-vous peut-être dans un premier temps nous préciser les contours de ces différentes formes de mode de résolution amiable des différends ? Alors, avant de préciser les différentes formes, je crois qu'il est important de rappeler les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics européens et le pouvoir public français ont voulu développer ces procédures alternatives au procès, car il s'agit bien de procédures alternatives au procès. La première raison, c'est une raison, doctrinale, c'est peut-être la confiance qu'on fait aux citoyens et aux plaideurs ou aux personnes qui sont en litige de trouver elles-mêmes une solution à leur litige, notamment dans les litiges de faible importance ou dans les litiges de la vie quotidienne. C'est important, pourquoi ? Parce que nous sommes au XXIe siècle, à l'heure de la communication électronique et des contrats électroniques. Et il est important qu'il y ait des solutions, des réponses qui sont rapides, qui doivent être rapides aux litiges qui naissent dans ces manières de faire. Et ceci est très important dans la mesure où, effectivement, la communication électronique fait que nous devons répondre très rapidement, puisqu'il y a une accélération du temps et un raccourcissement de la durée. Et je vous rappelle que le procès et la justice demandent du temps, et c'est long. C'est bien d'ailleurs ce qu'on reproche la plupart du temps à la justice. La deuxième raison, c'est aussi qu'on pense peut-être qu'il n'est pas bon que nos concitoyens fassent des procès dans toutes ces matières, parce que ça coûte très cher, à la fois à la société. Le coût social de la justice existe. La justice n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et puis aussi parce que c'est un processus coûteux. Pourquoi ? Parce que la justice, le procès, est un processus d'excellence et donc qui demande du temps et de l'argent. Donc ces deux raisons expliquent cet engouement du développement des procédures alternatives au procès. Alors, finalement, en Europe et en France, à la suite des travaux, et le mouvement a commencé en 1995, la première loi sur la médiation c'est 1995, le mouvement se développe et on a aujourd'hui un aboutissement qui vient après avec la transposition de la directive. Alors, transposition de la directive qui en France bouleverse un petit peu notre paysage. Pourquoi ? Parce qu'en France, traditionnellement, dans nos institutions judiciaires, nous avions une phase de conciliation. Mais la directive et les textes européens ne font pas vraiment de différence entre la conciliation et la médiation. Mais nous avons en France médiation, conciliation et procédure participative aujourd'hui avec le décret du 20 janvier 2012. Alors, qu'est-ce que ces 3 modes apportent à nos concitoyens ? D'abord, c'est l'idée qu'avant d'aller devant une juridiction, avant de saisir un juge, on peut peut-être essayer de trouver soi-même la solution. Comment ? Soit en allant voir un conciliateur
de justice, par exemple. Je vous rappelle qu'il y a un conciliateur de justice par canton, normalement, et des conciliateurs de justice attachés aux tribunaux d'instance pour les litiges de la vie quotidienne. Et la loi a même prévu des conciliateurs de justice au tribunal de commerce, qui sont en train de se mettre en place. Ça peut être également de faire une démarche de médiation. Qu'est-ce que c'est la médiation? Eh bien, c'est un procédé structuré de dialogue, finalement, avec son adversaire. Alors, on sait que c'est très difficile, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un médiateur. Dans la médiation, comme dans la conciliation, on va s'adresser à un tiers qui ne sera pas un juge, puisqu'il sera chargé de faciliter le rapprochement des points de vue. Et on est bien dans l'idée que c'est une justice qu'on se donne, et qu'on se donne ensemble, et qu'on essaye d'obtenir avec autrui. Dans la médiation, comme dans la justice, il y a du dialogue. Et on dit en général que la médiation a un avantage, c'est qu'elle va rétablir un dialogue et permettre de maintenir une espèce de paix sociale. Et puis aujourd'hui, on a la procédure participative qui est donc l'œuvre des avocats qui vont proposer à leurs clients, éventuellement, au lieu de faire un procès, eh bien, de s'engager dans une procédure participative qui est quelque chose qui est l'avant-procès ou une préparation du procès et dans lequel on essayera de trouver un accord avant d'aller devant le juge, un accord qui permettra d'éviter le juge. Alors cette procédure participative aujourd'hui est codifiée. C'est très intéressant parce que si j'ai bien lu les textes, elle apparaît un peu comme une mise en place des arguments juridiques et presque du procès, comme une mise en état avant le procès. Et moi, je dirais que c'est un effort de clarification des points de vue et des termes de litige. Donc, cette procédure participative, elle ne peut être proposée que par les avocats. Pourquoi ? Bien parce qu'il faut que les plaideurs qui s'engagent dans ce genre de procédure soient vraiment assistés d'un conseil spécialiste du droit. Et pourquoi ? Eh bien, dans toutes ces procédures alternatives, eh bien, il est quand même question de droit. Et il peut arriver que l'on renonce à un droit que la loi vous a donné. D'où l'importance de la place des juristes dans ces procédures. Même si le médiateur n'est pas forcément un juriste, comme dans le cas de la médiation familiale, ça peut être un expert spécialiste d'une technique, ça peut être un expert à la fois spécialiste de ces contrats par Internet, par exemple, ou de la téléphonie, etc., qui va servir de médiateur ou de conciliateur pour donner une solution au litige qui s'est présenté dans l'exécution du contrat. Mais il faut faire attention parce que les plaideurs, et notamment le consommateur a des droits qui ne doivent pas être bafoués par le commerçant qui est réputé le professionnel. Et dans la littérature concernant ces procédures alternatives, chez les juristes, on retrouve toujours cette idée, attention, chaque fois que on va opposer un consommateur plus ou moins profane par rapport à un professionnel, la loi a prévu des systèmes de protection pour éviter que la domination économique fasse que le consommateur soit pieds et poings liés par les solutions proposées par le co-contractant dominant. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je termine là-dessus. Quelles sont les qualités pour être médiateur ? Parce que c'est très important. Et la directive, comme la transcription de la directive, vont insister là-dessus. Ce qui est primordial, c'est les qualités et le statut du médiateur. Il faut que ce médiateur ait une qualification, une compétence et un statut d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des acteurs économiques. Donc, ce sera les enjeux de l'avenir, voir comment on peut avoir un corps de médiateurs qui ne sont pas forcément... Ce n'est pas une profession, médiateur. C'est une spécialité, une compétence en plus d'un métier, etc. Mais ce médiateur doit avoir cette qualité fondamentale, comme le juge, il doit être indépendant et impartial. Et à ce titre-là, on écartera peut-être de la médiation au sens du Code de procédure civile tous les médiateurs des entreprises qui n'ont pas forcément cette fameuse indépendance ou impartialité. D'accord.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure de co-contractants. Alors, ces différents modes de règlement des litiges, finalement, sont conventionnels, hein, selon l'article 2 du décret. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, ça signifie que on va les opposer conventionnels par rapport à l'accès au droit. C'est-à-dire que dans le cadre du droit, il y a l'accès au droit, l'accès au juge, et l'accès au juge se fait naturellement par un recours en justice. Et là, les plaideurs, les litigeants, les personnes en litige vont d'un commun accord, c'est vraiment un accord de volonté, dire on ne va pas devant un juge, mais on va entre nous, devant un médiateur ou un conciliateur, essayer de trouver une solution à notre litige. Donc, on va d'abord faire ce que j'appellerais un contrat de médiation. C'est en cela que ce sont des modes conventionnels de traitement des litiges. Ce qui compte, c'est l'accord des personnes en litige qui décident de ne pas aller devant une juridiction. Et en cela, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est de la part des pouvoirs publics et de la société la confiance que l'on fait dans le citoyen en lui disant, vous, citoyens, vous êtes capables de trouver une solution à votre litige. Et en lui disant ça, on a quelque chose qui est très important, qui n'est pas toujours perçu, c'est qu'on va lui rendre sa responsabilité. Hein? Signer un contrat de médiation, c'est aussi faire appel à deux êtres responsables de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont. Et de leur dire, vous devez trouver en vous-même les ressources qui permettent de donner une solution à votre litige. Voilà. C'est en cela que c'est conventionnel. Donc ça veut dire que ce contrat, est-ce qu'il a la même autorité finalement qu'une décision de justice? Non, non. Le contrat de médiation, premier temps, contrat de médiation, c'est la raison pour laquelle même quand le juge propose une médiation, il doit recueillir l'accord des parties. Parce que voilà, c'est vraiment un accord de volonté, un échange de volonté, où vous êtes bien d'accord de ne pas échanger des moyens, des arguments, des discussions dans le cadre d'un procès. Alors, le procès étant une procédure. Et la médiation n'est pas une procédure, c'est un processus structuré de dialogue. Vous voyez, on ne dialogue pas de la même manière dans le cadre de la médiation et la conciliation que dans le cadre du procès. Pourquoi? Parce que dans le cadre du procès, le dialogue est codifié et rendu obligatoire par les formes de la procédure. Et le statut du juge également, qui oblige à certaines choses. Alors voilà, donc d'abord, premier point, le contrat. Et après, on s'engage donc à dialoguer avec son adversaire. Et dans un dialogue face à face. Alors, bien entendu, dans ce système, dans ce processus de dialogue, on peut tout à fait être assisté de conseils, à la fois techniques, comme les experts techniciens dans la maîtrise de leur art, et de conseils juridiques, etc. Mais on peut aussi y aller seul, puisqu'on sait de quoi on parle. Et le rôle du médiateur, c'est de vérifier qu'il y ait bien un dialogue face à face, dans le respect de ce que sont les individus qui discutent. Il n'y a pas de médiation sans respect de l'autre. Donc il y a des aspects à la fois philosophiques, sociologiques. Alors ce dialogue, il peut être difficile, et parfois très difficile, lorsque les parties ne sont pas à égalité. Ce sera tous les problèmes avec le consommateur profane et le professionnel aguerri, etc., qui va utiliser les techniques de marketing, etc. Vous voyez ? Donc là, il y a une prudence à avoir, mais c'est que ces processus de médiation ou de conciliation dans le droit de la vie quotidienne, dans le droit des litiges de faible importance, me paraît un processus très sain, très important, dès lors que le médiateur est là pour faire observer qu'en droit, il doit y avoir une égalité. Et on doit respecter ce qu'on appelle l'égalité des armes. Exact. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les professionnels susceptibles d'intervenir en matière de conciliation, de médiation. Que pensez aussi du rôle des avocats, du coup, dans ce domaine? Alors, personnellement, je pense que le rôle des avocats est très important dans le développement de ces processus alternatifs au procès. Pourquoi? Parce que c'est une profession qui est au premier rang des conseils juridiques. C'est lorsqu'on a un litige, il est mieux d'aller voir un avocat. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne songe à dire à nos concitoyens d'aller tout seul devant un juge.
Je crois que la complexité de la loi est telle que les enjeux parfois sont assez considérables ou pas forcément évidents, et que le juge aussi lui-même préfère qu'il y ait un dialogue à égalité avec les parties et les avocats. L'avocat, on ne parle plus aujourd'hui dans notre société de l'idée de l'avocat écran. Alors je vous rappelle que cette idée de l'avocat écran, il remonte à 1789. Quand on revoit les textes de la Révolution française, les écrits, et le droit intermédiaire, vous savez qu'à la Révolution française, on a voulu supprimer à la fois les juridictions, à la fois les avocats, tous les professionnels écartés, et l'idée qui avait été soulevée, c'est que la justice devait être rendue par des arbitres. Alors, entre guillemets, puisque le mot arbitre de l'époque, c'est médiateur, conciliateur, mais ce n'est pas l'arbitre d'aujourd'hui. Donc, on voulait écarter tous les professionnels du droit. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'a cette idée, et tout le monde comprend que le professionnel de droit a sa place à sa place aux côtés des plaideurs et des gens qui sont en litige. Donc je crois que la profession d'avocat a un rôle considérable à jouer dans le développement de ces processus. Certes, l'institution judiciaire, et c'est bien pour ça que j'ai ces fonctions de coordonnateur des médiateurs, l'institution judiciaire ne se désintéresse pas de ces processus alternatifs. Elle a d'ailleurs créé, il y a bien longtemps, les conciliateurs de justice, dont elle a la charge, qui sont des bénévoles de justice. Et avec l'idée que ces conciliateurs de justice, eh bien, ils travaillent gratuitement pour les plaideurs. Donc, ça sera aussi une petite nuance entre la conciliation et la médiation, parce que dans la pratique, la médiation a un coût et elle est quand même parfois payante, encore qu'il existe dans notre société des médiateurs qui ne sont pas payants. Voilà. Alors, l'avocat a un rôle important, parce que c'est eux qui sont à la source, qui vont dire, conseiller à leurs clients de faire un procès ou de ne pas en faire. C'est important. Je crois que là, ils ont vraiment une carte à jouer, parce que dans la vie, et même dans la vie des affaires, on n'a pas parlé, mais j'en dirai quelques mots, l'avocat est l'allié normal du plaideur qui veut s'adresser en justice. Bon, c'est bien la raison pour laquelle aussi on a développé l'aide juridictionnelle et que les textes prévoient qu'en cas de médiation, etc., on peut aussi bénéficier de l'aide juridictionnelle lorsqu'on a obtenu un accord. Dans le monde des affaires, il faut en parler un petit peu parce que la médiation a sa place comme la conciliation. Dans le monde des affaires, c'est un monde où les plaideurs peuvent, j'allais dire, engager des frais de justice et payer des honoraires d'avocat. C'est un processus qui n'est pas à négliger parce qu'il est parfois plus intéressant d'avoir un bon arrangement que de faire un mauvais procès. C'est vrai, là, la formule s'applique vraiment. Mais j'insiste sur le fait, c'est bon arrangement, mauvais procès. Mais parfois, il peut y avoir un arrangement, il peut y avoir un arrangement, eh bien, qui n'est peut-être pas aussi bon qu'un procès. Voyez. Et là, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on développe dans une société les modes alternatifs au litige, au règlement des litiges, qui sont alternatifs au procès, que le recours au juge doit être négligé. Parce qu'il est des cas dans lesquels le recours au juge est absolument nécessaire. Lorsqu'il s'agit d'interpréter un texte de loi, la loi est obscure, il faut en donner une interprétation. Le juge est vraiment l'autorité légitime qui doit donner cette interprétation. Lorsqu'on est face à un plaideur de très mauvaise foi, voilà, c'est une vraie question. Lorsqu'on a ce sentiment d'un plaideur qui résiste à l'application de la loi, je comprends parfaitement que celui qui en est victime veuille un procès. Et la justice est faite pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ou qu'est-ce qui devrait se passer? Eh bien, c'est qu'avec l'accord des avocats, avec leur dynamisme, on devrait arriver, si tout marchait bien, à trier un peu les litiges pour faire en sorte que certains litiges aillent vers ces processus alternatifs et que les autres aillent vers le procès. Et j'en termine par là pour rappeler ce qui se passe dans la société américaine. La société américaine ou anglo-saxonne, mais c'est surtout la société américaine, évidemment, souvent on va choisir ces modes alternatifs. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le procès coûte très très cher.
Donc, le procès coûtant très très cher et la philosophie judiciaire, juridique étant totalement différente à la nôtre, puisqu'on ne dérangera une juridiction que s'il n'y a pas de précédent. Parce que s'il y a un précédent, l'habitude c'est de ne pas aller en justice, c'est d'appliquer le précédent dans la réalité par des systèmes transactionnels ou de médiation, de conciliation, ou la transaction, puisque la transaction existe, et elle existait bien avant, elle est réglementée dans le Code civil, c'est un processus à ne pas négliger non plus. La procédure participative, eh bien, c'est un aménagement un peu plus sophistiqué en vue d'obtenir une transaction. Mais je dis que la profession d'avocat, qui doit conseiller au mieux son client, eh bien, est capable de faire des transactions sans recourir à un médiateur, un conciliateur, oui, et même à la procédure participative. Tout est question de litige, de volonté du client, c'est-à-dire volonté du plaideur, de la personne qui est en litige. Vous voyez, donc, il y a de la place dans un système judiciaire, et je trouve que c'est bien que ce soit dans le Code de procédure civile, il y a aussi de la place dans un système judiciaire pour les procédures alternatives au procès. Et j'en termine par là, c'est si vrai que depuis toujours, la fonction de juge, c'est de trancher les litiges, c'est de décider, mais c'est aussi de concilier. Donc dans notre Code de procédure civile, on a l'article 21 qui rappelle qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties. C'est aussi une fonction du juge, la conciliation. Alors ces textes ne s'appliquent pas à la conciliation judiciaire. Mais l'institution judiciaire peut aussi avoir envie de concilier. Alors elle ne le fait évidemment que si les parties en sont d'accord. Puis on comprend bien, puisque on peut, la volonté des parties au procès est quand même très importante. Le procès, ça reste quand même la chose des parties, et c'est jamais la chose du juge. Il faut quand même si le juge a un office, c'est parce qu'il y a des règles importantes qui font qu'il faut essayer de rendre les décisions dans des délais raisonnables, etc., etc. Il y a un corps de règles qui vont fonder l'office du juge, mais le juge c'est pas son affaire. Il a une neutralité, il a une prudence. Vous voyez, c'est pas le procès, c'est vraiment l'affaire des parties, c'est pas l'affaire du juge. C'est très important, mais ça n'interdit pas au juge de vouloir concilier de temps en temps. Et se pose la question de savoir comment on peut organiser dans le monde judiciaire ces procédures de conciliation. Et ces nouveaux textes, finalement, obligent à repenser un peu nos manières de faire. Pas forcément le corps doctrinal, mais les manières de faire. Parce qu'en Europe, en tout cas sur le continent européen, je crois que dans la doctrine, dans l'idéologie, la doctrine, l'idéologie, la pensée collective, lorsqu'on s'adresse à un juge, certes, on veut une décision de justice, mais peut-être qu'on voudrait se concilier. Nous avons comme ça des grandes idées qui traversent les siècles. Le juge en Europe est quand même un juge inquisiteur, qu'on le veuille ou non, et c'est aussi un juge conciliateur. Et ce sont des grandes idées qui traversent nos sociétés en Europe, qui n'ont peut-être pas cours sur d'autres continents, mais qui sont dans notre inconscient collectif. Alors la preuve, c'est que c'est dans nos textes, mais pendant presque un siècle, on a écarté, si possible, la conciliation judiciaire. Dans les faits, puisque je vous rappelle qu'au XIXe siècle, la phase de conciliation était obligatoire dans tous les domaines. Et j'en termine un dernier point. Ces textes sont également applicables devant le Conseil des prud'hommes avec des aménagements. Mais qu'est-ce qui interdit au bureau de conciliation d'appliquer les méthodes de la médiation? Absolument rien. Vous voyez, j'allais dire le bienfait de cette transcription de la directive, c'est peut-être de réinterroger les pratiques devant les conseils des prud'hommes en disant vous avez une phase de conciliation obligatoire, usez de cette phase de conciliation obligatoire en faisant du dialogue comme un médiateur. Et de 10%, vous aurez peut-être 20 ou 30% de conciliation. Oui, voilà. J'en ai terminé. C'est la place au dialogue qu'on retient en tous les cas. La conciliation est toujours devant elle encore. Voilà, c'est un dialogue. Je crois que
Il n'y a pas de justice sans dialogue, il n'y a pas de médiation sans dialogue. Simplement, le dialogue devant le médiateur ou le conciliateur s'organise ou se structure de manière différente que le dialogue devant le juge. Merci en tous les cas, Michel Gaget, pour l'ensemble de ces éclaircissements qui auront permis à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender ces questions. Alors pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, l'Université Lumière Lyon 2 organise donc en partenariat avec la Cour d'appel de Lyon, l'EDA, l'Ordre des avocats, l'ENM et le CIMA, le 3 février donc 2012, un colloque sur le thème « La médiation, avenir du procès ?» Alors ce colloque permettra de mener en tous les cas une réflexion sur les enjeux de la médiation et sur ces nouveaux modes finalement de résolution des litiges. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur notre plateau. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois. N'oubliez pas d'ici là de laisser libre cours à votre curiosité.